Voici le Maasland Kering, un barrage anti-tempête installé dans le delta du Rhin et unique en son genre. Entre autres, le Maasland Kering est considéré comme la plus grande structure mobile au monde. Pour vous donner une idée, la structure comporte 12 000 tonnes d'acier. Si on la fait tomber dans la rivière, l'eau sortira instantanément de son lit. La construction du Maasland Kering a coûté 450 millions d'euros et le montant serait encore plus élevé aujourd'hui. Mais son coût paraît raisonnable quand on réalise que ces centaines de millions d'euros ont été dépensés pour sauver la vie d'innombrables personnes, celles qui vivent actuellement, ainsi que leurs descendants. Les Néerlandais en ont conscience, ils savent que l'on peut et que l'on doit se préparer à d'éventuelles catastrophes. C'est pourquoi les Pays-Bas sont considérés comme le leader mondial en matière de gestion de l'eau. Pendant que le reste du monde cherche des moyens de réagir rapidement aux catastrophes naturelles, les Néerlandais adoptent une autre approche. Ils se préparent si bien que la catastrophe ne se produit jamais. Il suffit d'empêcher la mer de faire des vagues. C'est du gâteau. Une tasse de café et je vous dis tout. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo si vous avez tendance à oublier, et merci à ceux qui comprennent mon désir d'anonymat. Tout a commencé, oui, sans doute en 1937. À l'époque, le ministère des Infrastructures et de la Gestion de l'eau a réalisé des études montrant qu'en cas de fort courant et de niveau d'eau élevé, le pays courait un grave danger. Dans les régions peuplées des embouchures du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut, la construction de nouvelles digues ou le renforcement des anciennes était difficile et coûteux. Alors la décision a été prise de bloquer toutes les embouchures des fleuves. Il s'agissait du plan Delta. Bien sûr, un projet d'une telle ampleur ne pouvait être mené à bien du jour au lendemain. Il a été mis en œuvre étape par étape. Puis vint l'inondation catastrophique de 1953 qui toucha tous les pays de la mer du Nord. Royaume-Uni, Allemagne, Danemark, Norvège, Belgique et Pays-Bas. Elle a tout bouleversé. Rien qu'aux Pays-Bas, 1835 personnes sont mortes et 150 000 hectares de terre ont été submergés. Il est devenu évident qu'il allait falloir accélérer. Il fallait se mettre au travail le plus vite possible avant qu'une autre catastrophe ne fasse encore plus de victimes. Voilà comment, quelques jours après l'inondation, le comité Delta a été créé et en 1959, il avait déjà fait adopter une loi sur la construction de barrages. Dès 1954, un grand projet de construction a été lancé qui s'est poursuivi jusqu'en 1997. Le plan Delta comprenait des barrages, des écluses, des digues et des barrières anti-tempête. En fait, ces barrières ont raccourci le littoral des Pays-Bas et réduit le nombre de digues nécessaires pour protéger la région. Je parle de la Hollande méridionale. Elle compte 4 millions d'habitants, dont la plupart vivent sous le niveau de la mer. En cas de nouvelle inondation, le nombre de morts pourrait être effroyable, notamment en raison de la vitesse des tempêtes en mer du Nord. En général, il s'écoule très peu de temps entre le moment où une tempête apparaît au radar et celui où elle s'abat sur le littoral. Les gens n'ont que quelques minutes pour réagir. Il est difficile de les avertir et encore plus d'évacuer à temps toute la région. 26% du territoire néerlandais se trouve sous le niveau de la mer. Cependant, une grosse tempête ou une crue fluviale pourrait inonder jusqu'à 59% du pays. Je ne vais pas entrer dans le détail, on a tourné récemment une vidéo sur les inondations aux Pays-Bas, alors si ça vous intéresse, cherchez-la sur notre chaîne. Revenons au plan Delta, conçu pour faire face à des raz-de-marée de 5 mètres de hauteur. C'est un sujet fascinant, mais j'aimerais me concentrer sur les barrières anti-tempête. Parlons d'abord du Maasland Kering, ou barrière de Maasland, le plus grand système mobile de protection contre les inondations au monde. Le Maasland Kering est la barrière placée le plus en aval, ce qui signifie qu'elle est en première ligne en cas d'inondation. Elle protège ainsi les habitants de la Hollande méridionale des ondes de tempête. Les travaux ont commencé en 1991 et ils ont duré 6 ans jusqu'à la mise en service en 1997. La barrière a été inaugurée par Béatrix, reine des Pays-Bas à l'époque. Ainsi, la mise en service officielle de la barrière a été un événement majeur. Dans des conditions normales, les deux portes sont bien protégées en cale sèche et la voie navigable de 360 mètres de large permet aux navires de passer sans problème.
Ce qui est très important car la barrière se trouve sur la voie navigable qui relie Rotterdam à la mer du Nord. C'est la principale voie d'accès au port de Rotterdam qui, au moment de la mise en service de la barrière, était le plus grand du monde. Alors bien sûr, on aurait pu ériger une barrière solide, un vrai barrage, mais ça aurait été comme bloquer une énorme autoroute. Il fallait absolument une barrière amovible. Chaque jour, 300 navires passent par le Maaslandkering pour se rendre au port, et chaque fermeture de la barrière coûte au port 10 millions d'euros quotidiens. Cependant, une inondation serait encore plus coûteuse, alors, entre deux mots, on choisit le moindre. Cette solide barrière est conçue pour résister à une tempête comme on n'en voit qu'une fois tous les 10 000 ans. Et ce qui la rend encore plus cool, c'est qu'elle a été construite au sec, dans des docks, et que toutes les parties cruciales sont au-dessus de l'eau. Ça facilite son entretien, et lorsque l'entretien est facile, une structure dure plus longtemps. Bien sûr, lorsque les portes sont ouvertes, elles ne gênent pas le passage des navires. Mais si elles sont situées sur la terre ferme et qu'elles ne touchent pas l'eau, comment elles peuvent protéger la terre en cas de tempête? Je vous explique. Chaque porte mesure 210 mètres de long, 22 mètres de haut et 15 mètres de large. Une fois fermées, elles se remplissent d'eau, ce qui les fait s'enfoncer au fond du fleuve en 2 heures. La barrière fonctionne avec un système de roulement de 10 mètres de diamètre et pesant 680 tonnes. Les vannes se ferment quand le niveau d'eau est à 3 mètres au-dessus du niveau NAP à Rotterdam et à 2,90 mètres au-dessus du NAP à Dordrecht. Le NAP est le niveau de référence de la mer aux Pays-Bas et il est une amélioration d'un système utilisé au XVIIe siècle. L'ouverture des portes, tout comme la décision de les fermer, se fait automatiquement, sans intervention humaine. Cependant, en cas d'inondation, une équipe du Rijkswaterstaat demeure sur place, surveillant le processus automatisé et intervenant si nécessaire. 4 heures avant la fermeture effective, les navires entrants et sortants sont informés. 2 heures avant, le trafic sur la voie navigable est interrompu. 30 minutes avant la fermeture, les cales sèches qui retiennent les portes sont inondées. Ensuite, les portes sont descendues dans l'eau et 2 locomotives les rapprochent l'une de l'autre. Le processus se poursuit jusqu'à ce que l'écart entre les vannes soit d'environ 1,50 m, après quoi l'eau pénètre dans les cavités et les portes s'enfoncent. Mais c'est pas tout, le fond de l'eau a été soigneusement recouvert de couches de gravier afin que les portes forment un joint étanche lorsqu'elles sont immergées. À noter que lorsque les portes restent fermées pendant longtemps, le niveau de l'eau augmente derrière elles. Mais c'est prévu, les portes sont munies d'échancrures, les portes elles-mêmes remontent un peu et l'eau excédentaire peut ainsi s'écouler dans la mer. Après quoi les portes s'enfoncent à nouveau. Et si on parlait de l'automatisation? La barrière ayant été construite il y a longtemps, le logiciel qui la contrôle est écrit en C++ et il se compose de 200 000 lignes de code pour l'OS et de 250 000 lignes pour les systèmes de simulation. Mais tout ça est très théorique. Qu'en est-il de la pratique? Le Maaslandkering a été fermé pour la première fois lors d'une tempête en 2007 et il a failli être fermé lors des tempêtes de 2002, 2013 et 2014. Ça s'est joué à 3 fois rien. Le niveau d'eau limite a failli être atteint à quelques centimètres près. En 2007, le seuil déclenchant la fermeture automatique avait été abaissé de 3 mètres NAP à 2,60 m. Non pas en raison de craintes particulières, mais simplement afin de tester enfin la barrière en conditions réelles. Inaugurée en 1997, cette structure coûteuse n'avait jamais servi en 10 ans. Le 21 décembre 2023, le Maaslandkering a été fermé pour de vrai pour la première fois et le monde entier a enfin pu voir comment la barrière fonctionne. Elle avait été construite 26 ans auparavant, mais il est vite apparu que le jeu en valait la chandelle. Pendant que d'autres pays européens étaient frappés par la tempête Pia, les Néerlandais étaient à l'abri. Enfin, une personne est décédée, mais à cause de la chute d'un arbre et non d'une inondation. On pensait que le Maaslandkering servirait une fois tous les 10 ans en raison des ondes de tempête. Mais avec l'élévation du niveau de la mer, les fermetures seront plus fréquentes, tous les 5 ans environ. Mais vous savez ce qui est le plus intéressant? À l'origine, il ne devait pas y avoir de Maaslandkering du tout. Le plan original consistait à renforcer les digues existantes jusqu'à 50 km à l'intérieur des terres. Mais dans les années 1980, il est apparu que ce projet prendrait au moins 30 ans et coûterait une fortune. En outre, il aurait fallu démolir et reconstruire des centres-villes historiques, dont certains avaient plus de 400 ans derrière des digues plus récentes et plus hautes. Naturellement,
Personne n'était d'accord. Alors, en cours de route, un changement a eu lieu. Au lieu de construire d'énormes barrages, on a érigé une barrière contre les ondes de tempête. Des barrages, cela dit, ont tout de même été construits, mais moins que prévu. Ça veut dire que tout va bien et qu'on peut se détendre? Eh bien, pas vraiment. La mer monte à cause du réchauffement climatique, et ça soulève des questions quant à l'avenir du Maaslandkering. Au cours du XXe siècle, le niveau de la mer sur la côte néerlandaise est monté de 20 cm, mais les services météorologiques prévoient que d'ici 2100, le niveau gagnera 30 cm, soit en d'autres termes, un total de 1,21 m par rapport à la période 1995-2014. Vous vous souvenez que j'ai parlé d'une fermeture tous les 10 ans, puis tous les 5 ans? Eh bien, une montée des eaux de 60 cm signifierait que le Maaslandkering devrait fermer tous les ans, ce qui serait tout juste tolérable pour le port. Outre les problèmes économiques, ça entraînerait une forte usure des équipements. Le Maaslandkering n'a pas été conçu pour fermer tous les mois, mais ça pourrait bien se produire. La barrière fait un certain poids et elle ne peut pas être alourdie, et des conditions météo imprévisibles risquent de raccourcir le temps dédié à son entretien. À l'heure actuelle, les estimations montrent que le Maaslandkering sera en mesure de protéger Rotterdam au moins jusqu'en 2070. Mais après ça, il est possible que la superstar néerlandaise de la gestion des vagues doive être modifiée. Bon, assez parlé du Maaslandkering, penchons-nous sur les autres barrières, comme celle de la rivière Issel, qui était la première construite dans le cadre du plan Delta. La rivière est assez basse, mais lors de l'inondation de 1953, les digues ont eu du mal à contenir sa forte crue. 1,5 million d'habitants de la région de la Randstad sont exposés au risque d'inondation. Cette région comprend les 4 plus grandes villes du pays, Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht, ce qui en fait une région vraiment cruciale. La rivière Issel étant une voie de navigation importante, la fermer définitivement avec un barrage était hors de question. À la place, une barrière anti-tempête avec 2 portes mobiles suspendues entre des tours en béton a été construite. Les portes ne se ferment que pendant les périodes de très hautes eaux. En bref, c'est le même principe que pour l'autre barrière. La construction a commencé moins d'1 an après le séisme de 1953 et la barrière a été achevée 4 ans plus tard. Pour une telle structure, surtout dans les années 50, c'est très rapide. Qu'en est-il de sa taille? La hauteur des tours, car il s'agit bien de tours, est de 45 mètres, la hauteur des portes de 12 mètres, leur largeur de 80 mètres et la distance entre les 2 rives de 135 mètres. Le poids total de chaque porte est de 480 tonnes. Il y a même un feu de signalisation. Si les portes sont fermées, les tours s'allument en rouge et si elles sont ouvertes, elles s'allument en bleu pour que les navires les voient de loin. Les digues situées en amont de la barrière ne peuvent résister à des crues dépassant 2,25 m au-dessus du niveau de la mer. Aussi, on ferme ces portes plus souvent qu'à Maaslandkering, 3 à 4 fois par an. D'ailleurs, après la construction du Maaslandkering, il a été question de cesser d'utiliser la barrière de la rivière Issel et de fermer plus souvent le Maaslandkering, mais les autorités en ont décidé autrement. Surtout pour des raisons économiques. Je le disais, chaque fois que les portes sont fermées, ça coûte cher au pays. Cependant, ces 2 barrières font partie du même système. On ne ferme le Maaslandkering qu'en cas de niveau d'eau extrêmement élevé, et la barrière de la rivière Issel reste cruciale pour gérer les inondations. Pas étonnant que les portes du Maaslandkering n'aient servi qu'une seule fois en 26 ans. Heureusement, de telles crues catastrophiques sont rares. Du moins actuellement. Maintenant qu'on a parlé des barrières les plus anciennes, penchons-nous sur la plus grande d'entre elles. Il s'agit du barrage de l'Escaut oriental, situé entre les îles Schouwen-Duiveland et Noord-Beveland. Il s'agit du plus grand barrage anti-tempête construit dans le cadre du plan Delta. Cette structure de 9 km de long devait être un barrage fixe, mais à la suite de protestations, d'énormes portes ont été installées sur 4 km. Elles sont généralement ouvertes, mais on peut les fermer en cas de mauvais temps. Ainsi, on fait d'une pierre 2 coups. Les terres situées derrière le barrage sont protégées de l'eau, la vie marine est préservée et la pêche peut continuer. Attendez, ça fait même 3 coups. C'est sans doute pourquoi le barrage de l'Escaut oriental a été le projet le plus difficile à construire et le plus coûteux. Sa construction a duré plus de 10 ans. Les travaux ont commencé en avril 1976 pour se finir en juin 1986. Pour faciliter la construction, une île artificielle appelée Neltje Jans a été construite dans l'embouchure du fleuve.
Une fois la construction achevée, l'île a fait peau neuve et elle est devenue un centre d'information ainsi qu'une base servant aux travaux d'entretien. Car il y a de quoi faire, le barrage comporte 65 piliers en béton et 62 portes en acier, d'une longueur de 42 mètres chacune. Chaque pilier mesure entre 35 et 38,75 mètres de haut et pèse 18 000 tonnes. Le barrage doit durer plus de 200 ans, mais il faut l'entretenir et résoudre divers problèmes. Pour faciliter la chose, tout le nécessaire est présent à proximité. L'île fait 285 hectares et elle comprend une centrale électrique, des usines de béton et d'asphalte, des ports et des routes. En bref, tout ce qu'il faut. D'ailleurs, les éléments préfabriqués de la barrière, comme les piliers, ont été produits directement sur l'île. On les a coulés dans une fosse située à 15 mètres au-dessous du niveau de la mer. Lorsqu'un pilier était prêt, la fosse était inondée, un navire de levage entrait dans le dock, il soulevait les piliers un à un et il les plaçait au bon endroit. Bon, et le système est efficace? Le barrage de l'Escaut oriental a été fermé 28 fois depuis 1986. La fermeture la plus récente a eu lieu le 31 janvier 2022 en raison de la tempête Cory. La fermeture prend 1 heure et maintenir le barrage en état de fonctionnement coûte 17 millions d'euros par an. Comme vous l'avez compris, il est impossible de boucher le fleuve complètement. La région est connue pour sa biodiversité, on y trouve des phoques et des marsouins rares. Ce barrage amovible permet de préserver tout ça, et il a même d'autres avantages. L'eau située derrière le barrage reste salée et les marées n'en sont pas affectées. Aujourd'hui, l'endroit est populaire auprès des amateurs de sports nautiques qui pratiquent le surf et le kitesurf. Il régale aussi les amateurs de bonne chair. À marée basse, on y cherche des huîtres et autres coquillages. Tout ça serait impossible si un barrage fixe avait été mis en place au lieu d'une structure mobile. Cerise sur le gâteau, le barrage de l'Escaut oriental est parfois appelé la 8e merveille du monde, et il a été désigné comme l'une des 7 merveilles du monde moderne par la Fédération américaine des ingénieurs civils. Une autre barrière qui mérite d'être mentionnée est le Hartelkering, situé à Spijkenisse. Il fait également partie du plan Delta et il contribue à la protection contre les crues en abaissant 2 portes au fond de l'eau. La barrière est équipée de cylindres qui suspendent les portes à 14 mètres au-dessus de l'eau en temps normal. Lorsque les portes sont abaissées, elles peuvent résister à une hauteur d'eau de 3 mètres. La barrière comporte également 2 ouvertures de 49 et 98 mètres de large et ces cylindres de levage étaient les plus grands d'Europe au moment de leur construction. Les conditions de fermeture sont les mêmes que pour le Maaslandkering, aussi elles se ferment au même moment. Le processus est également entièrement automatisé. Il existe de nombreuses similitudes entre les 2 barrières, y compris en termes de calendrier. On a commencé à construire le Hartelkering en 1991 et son inauguration a eu lieu en 1997. Mais je n'ai pas réussi à savoir si la reine était présente à la cérémonie. Ville éponge. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des différentes barrières pour se protéger de l'eau, mais les Pays-Bas ne s'arrêtent pas là. En effet, Rotterdam est menacée, étant située dans l'une des zones les plus basses du pays. Presque toute la ville, 80%, est sous le niveau de la mer, et dans certaines zones, la différence peut atteindre 6,70 m. La ville est exposée à tous les phénomènes extrêmes tels qu'ondes de tempête et élévation du niveau de la mer. Au lieu de construire de nouvelles barrières, Rotterdam a décidé d'utiliser l'environnement à son avantage. La ville va collecter et relâcher les eaux de pluie à la manière d'une éponge. Par exemple, certains parkings seront équipés de réservoirs qui se rempliront pendant les tempêtes et libéreront l'eau lorsque le système de drainage sera en mesure de la traiter. En outre, ça permettra de conserver l'eau en cas d'urgence si une sécheresse survient. Mais Rotterdam ne s'est pas arrêté là et a imaginé un projet appelé le jardin éponge. L'objectif est de tester différents modes de gestion des ressources en eau. Par exemple, l'une des méthodes consiste à utiliser des plantes nécessitant peu d'entretien et à améliorer le sol des jardins privés afin que les propriétaires contribuent pour ainsi dire à la société. Les plantes et le sol amélioré permettront à l'eau de s'infiltrer plus vite dans le sol. Il n'y a pas à dire, les Néerlandais sont doués pour tout ce qui touche à l'eau. Expérience utile. Norfolk, au bord de la baie de Chesapeake, est à l'image des Pays-Bas. Elle a été construite sur des terres marécageuses et des cours d'eau comblés. Naturellement, ça engendre de nombreux problèmes, tels qu'affaissement du sol et élévation du niveau de la mer. Ces problèmes ne sont pas nouveaux, mais ces dernières années, la situation s'est aggravée en raison du changement climatique et autres causes.
Et qui, mieux que les Néerlandais, sait comment gérer l'eau? Personne. C'est pourquoi les autorités de Norfolk, de la Nouvelle-Orléans et de Charleston ont demandé de l'aide aux Pays-Bas. Oui, toutes ces villes ont en commun d'être trop près de l'eau. Le fait de conseiller des villes sur l'élévation du niveau des mers est devenu une véritable mine d'or pour les Pays-Bas. Le pays est une sorte de Silicon Valley, mais dédié à la gestion de l'eau. Mais revenons aux villes qui demandent de l'aide. Comment les Pays-Bas peuvent bien les aider? Eh bien, des spécialistes de différents domaines tels qu'aménagement paysager, hydrologie et ingénierie ont été invités à affiner l'architecture de ces villes. Ils ont ainsi pondu un plan intitulé « Vivre avec l'eau », un programme sur 50 ans visant à moderniser l'aménagement urbain. L'accent est mis sur le fait de ralentir et de récupérer l'eau de pluie au lieu de la pomper. Le plan prévoit également de faire circuler les eaux de surface et de reconstituer les réserves souterraines car il y a trop d'humidité à l'extérieur. Oh, j'allais oublier de vous parler du Royaume-Uni. Eux non plus ne pouvaient pas gérer seuls leurs problèmes d'eau. Alors en 2014, ils ont demandé aux Pays-Bas de leur fournir 8 pompes puissantes. À l'époque, les Somerset Levels ont été particulièrement touchés. 600 habitations et 6900 hectares de terres agricoles ont été endommagés et un tronçon de voie ferrée. Le ministère de l'Environnement a donc commandé ces pompes car les inondations avaient été un désastre. Elles avaient causé de gros dégâts à tout ce qui se trouvait sur leur passage. Ainsi, des ingénieurs néerlandais ont collaboré avec des experts britanniques. Ils ont installé les pompes et ils ont pompé toute l'eau. Comme je le disais, les Néerlandais s'y connaissent. Ville unique. Les Pays-Bas sont si étroitement liés à l'eau qu'ils ont même créé une localité unique appelée Het Brekkenzeeville, ou roue cassée. Il s'agit d'une zone résidentielle doublée d'une attraction touristique située entre les lacs Frison et le lac de Lisselle, le plus grand du pays. Oui, vous l'avez deviné, la caractéristique de cet endroit est son emplacement. Les parcelles résidentielles sont entourées d'eau. Achevé en 1992, ce projet unique en son genre s'étend sur 11 hectares et comprend quelques 230 maisons. Mais Het Brekkenzeeville ne se distingue pas qu'ainsi. Grâce aux canaux, chaque habitant bénéficie d'un accès facile à l'eau et d'au moins une place de parking. C'est pourquoi l'endroit est particulièrement prisé. En 2022, ces maisons se vendaient à plus de 350 000 € pièce. Il existe un autre complexe d'habitation appelé Finkenfenseplassen. Il s'agit d'un réseau d'étroites bandes de terre qui s'étendent loin dans les eaux du lac. Cette caractéristique unique attire de nombreux touristes désireux de profiter de la nature et montre que les Pays-Bas peuvent transformer le plus grand inconvénient du pays en une force. Barrages géants. Mais revenons aux digues, aux portes et à tout ce qui constitue la principale ligne de défense du pays contre les crues. Un scientifique de l'Institut royal néerlandais de recherche sur la mer a eu une idée radicale pour protéger 25 millions d'Européens de l'élévation du niveau de la mer. Il propose de construire 2 énormes barrages pour fermer complètement la mer du Nord. L'un s'étendrait sur 475 km du nord de l'Écosse à l'ouest de la Norvège et l'autre, d'une longueur de 160 km, relierait l'ouest de la France au sud-ouest de l'Angleterre. Selon lui, il s'agirait d'un moyen réaliste de faire face à la menace qui se profile à l'horizon. Si vous pensez que la construction de ces barrages coûterait une fortune, eh bien, vous avez raison. Selon les estimations, les barrages de la mer du Nord coûteraient entre 250 et 500 milliards d'euros. Mais si l'on répartit cette somme sur 20 ans, le coût annuel pour les 14 pays qui seraient ainsi protégés s'élèverait à un peu plus de 0,1% de leur PIB combiné. Pas trop mal. Mais à quel point serait-il difficile de les construire? Selon le scientifique, la construction de 2 barrages géants sur la mer du Nord serait techniquement faisable. La profondeur de la mer entre la France et l'Angleterre dépasse rarement 100 mètres, et la section entre l'Écosse et la Norvège est profonde de 127 mètres en moyenne, avec un maximum de 320 mètres près de la côte norvégienne. De nos jours, on sait construire des plateformes fixes à des profondeurs supérieures à 500 mètres. Alors, le projet serait sans doute réalisable. Mais qu'en pensent les écologistes? Sans doute rien de bon. Vous me devez un like. À plus.